Bonjour à tous très chers fans de catch. Bon, on va passer par 4 chemins. On ne va pas passer par 4 chemins. Je vais commencer salé. Pourquoi je vais commencer salé? Oh non, Kozak, on a marre de toujours salé. Ou oh non, Kozak. Enfin, oh trop bien, Kozak, je s'abonne à ta chaîne parce que j'adore quand t'es salé. Ça me fait mourir de rire. Écoutez, vous pourrez agir comme je voulais. Pourquoi je vais être salé? Parce que Tony Khan. Tony Khan, avec ce second show, Collision, que tu as créé en faisant un brain split pour soulager les envies de tes stars et de tes vice-présidents, tu as créé un brain split qui n'est pas vraiment un brain split. Tu nous forces maintenant à devoir regarder les deux shows, Dynamite et Collision. J'en ai parlé plus tôt que j'étais content à l'idée de ce deuxième show pour pouvoir mater que Collision, un show qui serait bien plus similaire à mes envies, à ce que j'aime dans le catch, et que je n'aurais pas à me taper Dynamite. Malheureusement, au dernier Collision, Chris Jericho est venu s'interférer là-dedans. Le show ressemblait énormément à un Dynamite, hormis le main event qui était extrêmement bien, mais sinon on était sur un Dynamite bis. CM Punk la semaine dernière est venu à Dynamite pour faire une intro qui était sympa, etc., etc. Bref, en fait, il n'y a pas de brand split. On a juste CM Punk, Miro qui sont uniquement à Collision. Et j'imagine le BCC et l'Elite uniquement Dynamite, mais c'est tout. Pour le reste des intrigues, il faut se taper les deux shows. Qui dit ça dit que je dois donc tout regarder. Qui dit ça et qui dit le fait que je n'ai pas vraiment le temps de tout regarder dit que je vais devoir zapper les choses qui ne me plaisent pas ou être extrêmement intransigeant, exigeant face au contenu que je regarde. Tout cela pour dire que ce début de Dynamite, c'était du putain de foutage de gueule. Je dis souvent, vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez. Mais je vous avoue qu'effectivement, si vous avez aimé cet opening Dynamite, ce combat entre Tomohiro Ishii et Jon Moxley, nous ne partageons pas du tout la même vision du catch. Et je veux dire par là que c'est même pas comment dire, ce match ce n'est même pas pour dire vous avez le droit d'aimer ça, vous avez le droit d'aimer un type de match différent. Je veux dire par là que cette ouverture de Dynamite, ce Tomohiro Ishii contre Jon Moxley, c'est quelque chose qui fait du mal au catch. Ça fait mal au catch qu'on aime. Et c'est ce genre de match qui crée la division visible chez les fans. Pourquoi il y a différents camps? Pourquoi il y a plusieurs philosophies de catch? Parce que ce type de match existe, et que ce type de match, quelque part, manque de respect à une certaine vision du catch que beaucoup de gens ont. Et cette certaine vision du catch est la première vision du catch, celle qui a été créée. Le catch avait une vision à la base. Et cette vision de base, cette vision fondatrice, est quelque peu martelée et insultée par Jon Moxley et Tomohiro Ishii. Bon, alors, on va essayer de faire ça vite. Mais vous vous rappelez, si vous avez vu ma review de Forbidden Door, déjà je vous disais que Jon Moxley avait changé son thème d'entrée pour Forbidden Door, et l'un de vous m'a dit « Ah oui, son thème de la New Japan ». Et je trouvais que ce thème de la New Japan, qui est donc à Forbidden Door, était un thème bien plus intéressant pour le BCC, parce que même si ce sont des heels et qui rentrent dans le public, au moins la musique ne donne pas envie aux gens de chanter. Les gens ne vont pas chanter le thème des heels. Donc je me suis dit c'est cool, c'est une bonne idée, et j'espère qu'ils vont conserver cette musique pour Dynamite. Que nenni, évidemment, vous croyez qu'on est dans un pays de marque, et Jon Moxley fait absolument ce qu'il veut, et même si c'est un heel, il veut que les gens chantent sur sa musique. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il remet Wild Thing. C'est un heel, il est détestable, il a un comportement de merde, et les gens, enfin, je veux dire, dans le kayfabe, c'est un heel, il a un comportement de merde dans le kayfabe, je veux dire, et la foule chante son thème. Et là, il jubile, il célèbre, il lève les bras avec la foule. C'est un heel, il n'est pas fait pour se faire apprécier de la foule. Si le mec était un minimum professionnel, qui voudrait faire les choses bien, qui voudrait développer quelque chose pour le business, pour le futur, pour ses futurs opposants, pour mettre over les gens qui vont l'entourer, ce mec-là ferait en sorte d'être un heel détesté, pour mettre en avant des babyface. S'il y a si peu de babyface qui sont mis over dans cette compagnie, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul heel qui fait bien son travail, et c'est MJF. C'est le seul heel qui fait bien son boulot. Tous les autres heels de la compagnie ne pensent qu'à leur gueule et pensent à se mettre over eux. Jon Moxley, avec cette réaction, avec cette attitude, se met over lui-même. Mais à aucun instant, ne se met en disposition de mettre over les autres. Et quand je dis les autres, ce sont ses adversaires. Donc déjà, premier point, ça commence mal.
Et il affronte Tomohiro Ishii, une sorte de pitbull japonais avec des grosses épaules qui a un tout petit cou, un couteau enfermé. Bref, c'est une sorte de bison non poilu. Et vous savez quoi, c'est un Jon Moxley bis, c'est un Jon Moxley japonais. En fait, c'est un gars qui ne vend pas. C'est un mec qui ne vend pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand deux mecs qui ne vendent pas se rencontrent sur un ring ? Et un match qui est absolument nullissime et qui ne ressemble à rien. Et qui est une insulte au business. Et pourquoi ça crée un problème ? Pourquoi le fait de ne pas vendre les coups ? Parce que les mecs du coup vont faire des échanges de shop. Le match commence, les mecs font déjà des échanges de shop, un spot qu'on voit normalement en milieu de match parce que c'est beaucoup plus logique. Les mecs sont un peu fatigués. Là, dès le début du match, c'est shop, coup de poing, coup de poing, coup de poing. Et on se renvoie la balle, Et on ne vend aucun coup. Pourquoi ne pas vendre ce genre de choses pose problème ? Parce que après, tu fais quoi pour faire mal à l'adversaire ? Qu'est-ce que tu fais pour faire mal à l'adversaire ? Si tu sous-entends que ce genre de choses ne fait pas mal aux adversaires, que ce genre de choses est faux, du coup c'est inutile, pourquoi te faire chier à faire ce genre de mouvement dans les matchs suivants ? Et je vais rebondir en parlant d'un autre match qui était donc Will Ospreay contre Kenny Omega, que j'ai pu regarder sous votre demande de Forbidden Door, un match que je ne trouve pas mauvais, mais que je ne trouve pas bon pour le business non plus. Je veux dire, je n'ai pas boudé mon plaisir devant Kenny Omega contre Will Ospreay. C'était très sympathique, c'était très divertissant, ils ont fait des trucs de malade, ils se sont fait mal, ils ont failli se tuer à plein de moments. Donc, à chaque fois qu'ils étaient à deux de se tuer, j'étais en mode « Ah oui, dis donc, ils vont fort et c'est impressionnant ». Et en même temps, je me disais « Pourquoi vous faites ça les gars ? Pourquoi vous faites ça ? Sans déconner, c'est ridicule, n'allez pas aussi loin, c'est dangereux pour votre carrière là, c'est absolument dangereux, ils arrêtaient pas de se faire tomber sur la tête, c'était absolument n'importe quoi. » Bref. C'est bien pour la réaction, vous n'êtes pas obligé d'en arriver juste là pour ça. Mais bon, encore une fois, je ne vais pas les insulter pour ce qu'ils ont fait. Ils ont mis leur vie en jeu pour notre divertissement. Est-ce qu'ils avaient à le faire ? Je ne pense pas. Mais bref. L'autre point est que les gars, en 40 minutes de match, ce Will Ospreay, Kenny Omega, ils ont enchaîné je ne sais pas combien de finishers. Ils ont volé le finisher des autres. Ils se sont plantés des trucs dans le front. Ils se sont mis KO à plusieurs instants sans jamais avoir le mot final. Ils n'arrêtaient pas d'avoir des near fall à la fin. Et on se demandait, mais jusqu'où ils vont aller pour faire le tombé final. Et oui, c'est impressionnant, je dis pas le contraire, mais ça fait mal au business, c'est trop. C'est trop parce que du coup, dans la tête des gens, pour battre Kenny Omega ou pour battre Will Ospreay, il va falloir se taper tout ça à chaque fois. Jusqu'où il va falloir aller pour battre ces mecs ? Et ça en devient ridicule. Le match était bon, mais c'était ridicule. C'était too much. On aurait dit un animé japonais. Et dans les animés, ça passe. Dans le catch, qui essaie de se montrer plus réaliste, ça pose problème. Ça pose problème, ce genre de choses. Donc voilà, petite review rapide de ce que j'ai pensé de Will Ospreay et Kenny Omega. Bon match, mais je ne pense pas que ce soit ce genre de match qui fasse du bien en business en général. D'autant plus qu'après ça, je vous rappelle que Danielson affrontait Okada, et les mecs, ils arrêtaient pas de sell les trucs beaucoup plus minimes. On se disait, putain... par rapport à ce que les autres sont envoyés avant, tu m'étonnes que la foule était morte en fait. Tu m'étonnes que la foule était morte pour Okada contre Danielson. Mais bref. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup après, quand tu as Jon Moxley contre Tomohiro Ishii, que Jon Moxley envoie un putain de RKO, donc c'est le cutter, hein, mais c'est un RKO. Dans une autre fédération, porté par Randy Orton, ce mouvement est fatal. Il porte un RKO à Tomohiro Ishii, et quand à la seconde près, Tomohiro Ishii se relève direct pour courir dans les cordes et faire un lariat sur Jon Moxley, moi je suis en mode mais putain de merde, mais what the fuck ? C'est quoi cette daube ? Ça fait mal au business ça, bande de cons, ça fait très très mal au business. Avec vos conneries, tout ça pour vous over parce que vous êtes trop badass et vous restez à tout. Non, c'est stupide. Vous amoindrissez, oui ce mot existe, on merde. Vous rendez pauvres et caduques des mouvements mortels. Ce qui va forcer les catcheurs du futur et même ceux du présent à aller toujours plus loin pour que tout ça soit exceptionnel. Et ce qui va pousser les catcheurs à aller plus loin, ça va aussi les pousser à potentiellement plus se blesser. Et c'est con de faire ça. Vous voyez le problème quand je vous dis que oui, c'est intéressant sur papier, pourquoi pas les mecs qui no-sell, etc. Pourquoi c'est néfaste ? Parce que pour le futur, pour le business, ça pose problème. C'est ça le souci. Et c'est pour ça que je ne peux
que je ne peux pas blairer Jon Moxley à l'heure actuelle, le Jon Moxley de la AEW, cette parodie de lui-même, ce mec qui ne scelle absolument rien, que je n'aime pas non plus la plupart des catcheurs japonais parce qu'ils ont une philosophie du catch qui est très différente, et la AEW implante cette philosophie à leur structure parce que Kenny Omega, les Young Bucks sont des pro-Japon, ils donnent du Japan, ils ont une philosophie qui est très similaire, et malheureusement, les Américains n'ont pas eu cette philosophie à travers l'histoire. Et c'est pour ça qu'on a une culture, un choc de culture et un choc de philosophie entre les CM Punk, les MJF, les FTR et les catcheurs japonais, ceux qui viennent de la New Japan, et les mecs qui nocellent, c'est Jon Moxley, c'est Tomohiro Ishii, c'est Okada, c'est Young Bucks, c'est Kenny Omega, etc., etc. Et c'est pour ça que le produit final AEW est étrange. Le choc de culture et le choc de philosophie est beaucoup trop important. Et c'est pour ça que je pensais que Tony Khan s'en était rendu compte, non pas juste par rapport aux tensions que cela portait backstage, mais aussi aux problèmes de son produit, et que c'est pour cette raison qu'il faisait un brand split avec deux shows différents. Des lutteurs d'un côté avec une vision old school de la chose, et des gars avec une vision plus moderne et qui est plus dans le no-selling, plus dans le spectaculaire, avec des prises plus dangereuses les unes que les autres. Ils ont le droit de le faire, mais je croyais vraiment qu'ils allaient faire ça d'un côté, et de l'autre on aurait un autre produit. Et c'est pour ça que j'étais très enchanté à l'idée de collision. Mais au vu des choses, j'ai l'impression que malheureusement, il va falloir tout se taper, et que ce choc de culture, il va continuer, et il va persister. Bref, ce début de Dynamite était catastrophique. À la fin, il y a Eddie Kingston et Jon Moxley qui continuent à se rentrer dedans. Je m'en fiche parce que vu que je suis pas intéressé par Jon Moxley, je serais pas intéressé par cette rivalité. Et la suite est passionnante. La suite, à votre avis, j'ai regardé ou pas? La suite, ça concerne un attardé à poche, Kufli, un fils d'un viking, un truc comme ça, un petit gars qui est apparemment le fils d'un viking, qui bouge partout, il fait des trucs, il saute quoi. De l'Arbre de Jericho et un mec qui danse avec son pénis. Ouais, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Ça sert à quoi? À quoi ça sert? Je crois que les Faces ont gagné, bravo à eux. Mais après j'ai regardé. Après, il y a eu des segments backstage. Et il y en a un qui a capté mon attention. Et je vais vous dire un truc, il y a récemment, j'ai regardé Titanic, de nouveau, un film qui est extrêmement touchant. Et vraiment, à chaque fois que je le regarde, plusieurs fois que je l'ai regardé, vraiment, l'émotion me prend. Et quand je vois Rose remonter sur le bateau, et alors je veux dire, elle est sur une barque, la barque descend, elle pourrait s'en aller pour elle sauver la peau. Et elle regarde Jack une dernière fois, et elle remonte, il y a la musique qui s'envole, et c'est terriblement touchant. Je vous en prie, regardez Titanic une nouvelle fois et pleurez avec moi. C'est un film qui est magnifique. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui a suivi, c'était digne de cette émotion qui était présente dans le film Titanic. Quand je vois Adam Page avec ses amis, les Young Bucks, alors ses amis, il y a eu beaucoup de tensions dans le passé, évidemment, il y a beaucoup de bagages, et c'est pour ça que de base, quand je les vois ensemble, je suis toujours un petit peu ému. Mais quand je vois ces trois personnes-là, ils sont fiers de leur victoire lors de Forbidden Door, et que je vois le Dark Order, John Silver et Evil Uno, arriver pour commencer à confronter Adam Page et ne même plus avoir un seul regard d'amitié envers Adam Page, parce que ce dernier leur a plus parlé pendant des semaines, parce que malheureusement Adam Page a choisi les Young Bucks comme ses nouveaux amis, et il a délaissé ses anciens amis, et du coup ils sont vraiment en colère, et les entendre dire non, on veut pas tes excuses Adam Page, on est énervé, et ce soir on veut se battre contre toi, on va se battre contre toi. Et Adam Page, je le vois à quel point il est tourmenté, et je trouve ça terriblement touchant. C'est dur à regarder quand c'est aussi touchant que ça. Vraiment très dur. Bon. Pas la peine de commenter davantage. Bon, et du coup, on a le match de cette tragédie grecque. On a le match de ce truc.
bah, c'est de la merde, qu'est-ce que je voulais que vous dise. C'est l'élite avec Adam Page contre le Dark Order. Le Dark Order ne ressemble à rien, John Silver ne ressemble à rien. Evil Uno, c'est un mec qui n'a aucun physique. Je critiquais le physique d'Eddie Kingston, mais Evil Uno, c'est 2 fois pire. C'est juste un gros sans côté athlétique, sans rien. Donc j'imagine que les fans casus qui arrivent et qui vont voir, tiens, du catch à la télé, tiens, et qui tombent sur un gros mec sans aucun physique avec un masque, mais il fuit, vous croyez quoi? Il y a ses tétons qui bougent, il y a ses tétons qui bounce, comme on dit, qui remue quand il court. Il a pas de shape, il a aucune shape, il a rien à foutre sur un ring, ce mec. Rien à foutre sur un ring, c'est cringe. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est nul, hein. À la fin, on a Matt Jackson qui tient le petit avec les gros bras, John Silver. Et il dit à Adam Page, do it, on dirait Palpatine qui dit do it, tombe dans le côté obscur. Adam Page finit par faire son finisher sur John Silver, c'est déchirant pour la victoire. Et tout cela, bon, c'était chouette, hein, mais ce qui est important, c'est l'après-match. L'après-match, c'est le BCC qui arrive pour agresser Elite. Ça fait quoi? Ça fait 4 mois que ça dure, cette histoire? Ça fait combien de temps que ça dure? Les gens aiment toujours cette rivalité. J'ai vu des gens qui étaient fans de la rivalité BC contre The Elite. Même des fois, quand je vais sur des petits sondages, hein, genre quelle est la rivalité préférée du moment? Roman Reigns contre Jey Uso, CM Punk contre merde, je sais plus... je dis de la merde, mais MJF Adam Cole, bref, des trucs comme ça. Non, apparemment, l'arrivée préférée des gens, pour la plupart, c'est BCC contre The Elite. Je ne comprends pas, ça me dépasse. C'est nul, ça n'avance pas, ça traîne. C'est que pas des professionnels, c'est vraiment pour un public de niche. En fait, c'est des fans hardcore, qui sont amoureux de l'élite, qui sont amoureux de Moxley, c'est jubilatoire pour eux, j'imagine, mais je ne comprends pas. Ça me dépasse et je ne comprendrai jamais, malheureusement. Je ne comprendrai jamais pourquoi on peut aimer ça. Bref, ça continue à la fin, c'est une agression sans trop de coordination, Adam Page qui se blade comme ça. Et Moxley qui fait une promo qui n'est pas une promo de heel, qui fait une promo classique en mode il est temps qu'on finisse cette histoire une fois pour toutes. A blood and guts. Voilà, donc c'est encore un bain de sang. Qui s'en fout? Oui, d'ailleurs, il y a Dark Order qui pourrait aider. Il y a Adam Page qui a un regard Dark Order en mode pourquoi vous ne venez pas nous aider? On se fait attaquer. Il fait une tête vraiment de mec déchiré. Le Dark Order, il fait bah non, vous êtes plus mes amis. T'es plus mon ami. On va te laisser crever. Et ça, c'est ce qu'ils choisissent de mettre à 9h à la télé, enfin en plein milieu de programme, au début d'une heure. Là où généralement les gens viennent, genre à 9h, à 10h, au début de l'heure, c'est là où les gens viennent se connecter à la télé le plus souvent possible. C'est les heures fortes, les moments forts à la télé. Faut toujours mettre un segment un peu fort et c'est pourquoi MJF était toujours en général à ce spot-là, à ce moment-là du show, parce que c'est là où les gens se connectent le plus. Et du coup, c'est là où on va avoir un segment fort. Et ces abrutis là, ils ont foutu le mec avec les tétons et le petit gars avec les muscles et cette histoire de t'es plus mon ami. Bah j'ai hâte de voir les audiences. J'ai hâte de voir la dégringolade à ce moment-là. Et si ça se dégringole pas, bah putain, je ne comprends pas ce monde. Bon, et là on a enfin eu un moment intéressant dans le show, puisqu'on a eu une promo heel de Jack Perry. En effet, Jack Perry a fait un heel turn à Forbidden Door et ça a fait du bien, même si l'exécution était extrêmement mauvaise, qu'il n'y avait aucune raison qu'il tourne de heel à ce moment-là. C'était, dans l'idée, quelque chose de bien à faire pour la carrière de Jack Perry, puisque Jack Perry faisait du sur place et n'était pas traité au sérieux. Je veux dire, le mec était dans le main event de The Burn of Thing, mais Tony Khan ne croyait pas en un 1v1 entre MJF et Jungle Boy. Il préférait faire un match de marque pour des marques avec un Fatal 4-Way, les 4 piliers, etc. Jack Perry, du coup, n'a pas été élevé extrémité, comme je vous le disais. Et là, il s'est retrouvé à jobber face à Sanada, le champion du monde de la New Japan. Le match n'a pas duré très très longtemps. Sanada n'a jamais été en danger face à Jack Perry. Bref, Jack Perry en face, c'est une blague. Et même au vu de ses dernières interviews et conférences de presse, le mec était détestable et se mettait à dos beaucoup de ses fans. Il était temps d'un renouveau. Parce que le problème, c'est que Jack Perry ne veut pas non plus progresser. Clairement, c'est pas son envie, on dirait. Et n'a pas envie de travailler ses promos, etc. Bref, le côté babyface, ça ne lui allait pas. Il fallait faire un changement, mais est-ce que ce changement en tant que heel allait suffire? Est-ce que le mec va montrer la personnalité en tant que heel? Mon verdict maintenant avec une seule promo,
c'est que je ne pense toujours pas que Jack Perry ait le bagage pour devenir une grande star. Mais ce qui est sûr, c'est que être heel lui va beaucoup mieux en termes de personnalité que d'être face. Je veux dire, dans ses promos, ça se ressent. Il est beaucoup plus naturel et sa manière de dire shut up, fermez vos gueules au public est quelque part un peu jubilatoire. Je sens un peu de côté jubilatoire dans sa voix, genre il se fait plaisir. C'est l'impression que je reçois. Ça manque de grain dans les yeux, ça manque d'œil qui pétille. Mais vu que c'est un heel, est-ce qu'il en a besoin? Il a besoin de se faire détester, et le mec clairement a une voix détestable, une attitude détestable, et il était beaucoup plus à l'aise. Sa promo était pas dégueulasse. La promo de Jack Perry en tant que heel était pas dégueulasse. Des réactions de la foule, des chants sur le texte, etc. Clairement, il se foutait de leur gueule, cette musique, la musique, la jungle là, cette musique, vous me l'avez fait détester à force, donc d'ailleurs, c'est la dernière fois que vous entendez. Petite réaction de la foule, un peu de huée. Je vous aime plus, Hook, je te déteste, tu m'as jamais aidé. Jungle Hook, c'était important grâce à moi. C'est moi, à titre de. Pour information, c'est moi qui ai gagné un titre par équipe. Ici, c'est pas toi, c'est moi qui faisais l'équipe. Ce n'est pas toi, c'est moi, personne importante, ce n'est pas toi. Fermez vos gueules tous. Donc, Hook, je te déteste, etc. Tu mérites de perdre cette ceinture. Bref. Une bonne promo de heel. Et j'entendais un peu de Christian dans la voix. J'entendais un peu de Christian. Clairement, il s'est inspiré un peu de Christian dans la manière d'insulter l'adversaire, on va dire. D'insulter l'adversaire, je sentais un peu de Christian. Et clairement, Christian est une très très bonne référence pour faire des promos de heel. Donc, bonne inspiration de la part de Jungle Boy. Et j'ai envie de vous dire, j'ai envie de voir où ça va aller maintenant. Alors, je suis malheureusement pas si intrigué que ça par la rivalité Hook contre Jungle Boy. J'espère qu'elle sera de courte durée. Parce que malheureusement, les deux sont encore verts. Jungle Boy, je ne le vois pas assurer, prendre le lead d'une rivalité. Toujours pas. Même s'il est plus assuré qu'avant, je n'ai toujours pas confiance en lui pour prendre les devants sur une rivalité. Et Hook, clairement, n'a pas le niveau ni l'expérience pour le faire. Donc, ces deux personnes encore assez vertes, il ne faut pas que la rivalité dure trop longtemps. Truc très très courte durée. Jack Perry prend la victoire pour s'affirmer en tant que heel, pour affronter un babyface qui a un peu plus de bagages pour faire une bonne rivalité. Le problème, c'est qui va faire ça? Je n'ai aucune idée. Mais pourquoi pas CM Punk? Pourquoi pas CM Punk? CM Punk qui peut essayer d'élever Jack Perry? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Nous en rediscuterons de ça. Et du coup, voilà. Bonne petite promo, c'est sympathique. Passons au main event. Pardon, je me suis emporté parce que j'ai vu Sammy Guevara dans le ring, mais ce n'est pas encore le main event. Avant ça, on a le petit match féminin. On était censé avoir Ruby Soho contre Britt Baker, mais Britt Baker est malade, tout comme son mari Adam Cole. Du coup, elle n'a pas pu venir au show. Donc, ils ont remplacé ça par Ruby Soho qui affronte une jobbeuse pour un peu se mettre over. Mais vous savez quoi? C'est peut-être pas plus mal parce que Ruby Soho était de plus en plus délaissée parce que malheureusement, ce n'est pas la meilleure lutteuse dans le ring. Elle est toujours mieux que Saraya, on va dire dans le trio c'est la deuxième meilleure, mais elle a eu l'occasion de montrer ce pour laquelle elle était la meilleure, c'est-à-dire la promo. En effet, après son combat, elle va prendre le micro pour provoquer Britt Baker et un peu l'insulter alors que l'autre elle est malade, et un peu teaser le match la semaine prochaine, et elle a fait une bonne promo. Ruby Soho, elle a une bonne promo. Naturelle, elle était fatiguée, elle était essoufflée dans la promo, mais ses dires étaient assez naturels, ils étaient justes et ils faisaient assez pétasse. Et c'est bien parce que c'est une heel et ça fonctionnait bien. Elle a vraiment du talent en promo, Ruby Soho. Et elle m'a donné un peu plus envie de voir ce match Britt Baker contre Ruby Soho alors que je n'en attends pas grand chose. Mais en l'occurrence, cette petite promo a redonné un peu intérêt à tout ça. Donc, bon travail. Encore une fois, il faut utiliser les talents dans leurs meilleurs éléments. Tony Storm pour les combats, exactement. Ruby Soho pour lui faire les promos. Et Saraya, l'écarter de la télévision. J'ai fait très sauvage, j'ai dit faire des pornos, mais on va s'arrêter là. C'est le main event. Ouais, je vais pas être un genre pour le main event non plus. C'était quoi ce show de merde? C'était quoi? Bon, tornado match. Sammy Guevara et Chris Jericho. Non, pas Chris Jericho. Le Painmaker. Attention, très différent. Je crois que c'est Tony Schiavone qui disait non, c'est pas Chris Jericho, c'est le Painmaker. Attention, c'était pas la même personne. Hein, c'est très différent. C'est Chris Jericho avec des
avec du maquillage sur la gueule et d'un coup il fait plus mal, j'imagine. Et ils affrontent Sting et Darby Allin dans un tornado match. Du coup il y a pas de disqualification. J'en ai marre. Faites des matchs normaux, putain. Faites des matchs de catch, putain. Toujours des stipulations. C'est chiant. Bon. Vous savez que j'aime beaucoup Darby Allin. Sammy Guevara a beaucoup de potentiel aussi. C'est un bon lutteur. Eux, ils ont fait leur taf. Je vais pas revenir dessus. Darby Allin et Sammy Guevara, ils se sont retrouvés là-dedans. Ils ont fait au mieux. Et je les applaudis. On va parler de Sting. En fait, vous savez même quoi, même Chris Jericho et Sting, je trouve qu'ils ont fait une bonne performance. En fait, le problème là vient de Tony Khan. C'est cette idée de booker ce match et de laisser Sting faire ce genre de choses, c'est stupide. Tout ça pour créer un moment. Non. Il a 64 ans, putain. Si vous ne l'avez pas vu, Sammy Guevara est étalé sur 2 tables. Darby Allin installe une échelle juste devant pour pouvoir sauter dessus, faire un gros truc à la con. Mais Sting l'escalade aussi et dit à Darby Allin, je veux le faire. Darby est en mode, t'es sûr ? Oui, je veux le faire. Très bien. Darby laisse Sting se placer au sommet de l'échelle et Sting splash sur Sammy Guevara à l'extérieur du ring, placé sur 2 échelles. Il ne va pas assez loin. Et clairement, le spot n'est pas très bien fait. C'est un peu dangereux et ils auraient pu se faire extrêmement mal, voire se tuer. Sting a 64 ans. Sting est une légende. Sting déchaîne les gens. Sa simple présence suscite des réactions parce que c'est Sting. Il n'a pas besoin de faire ça. Et lui, c'est un catcheur. Lui, il en meurt d'envie, évidemment, parce que c'est un catcheur, parce qu'il a fait ça toute sa vie, parce que c'est un peu comme Rocky Balboa, vous savez, une dernière fois sur le ring, je peux le faire. On est sur cette même mentalité, je la comprends. Je me mets à la place du promoteur maintenant, Tony Khan. Sting, je comprends ce que tu dis, je comprends ta frustration, mais je suis désolé, je ne peux pas te laisser faire ça. Je ne peux pas te laisser faire ça. Je te paye pour que tu sois en vie, et pour que tu mettes en avant les autres talents, que tu sois leur sorte de manager et que tu crées des moments. Mais je ne te paye pas pour te tuer. C'est tout. C'est inutile. Le match est trop long. À la fin, vu que j'imagine que Sting a eu beaucoup de mal à récupérer, le match a traîné en longueur. Je ne sais pas quelle est la raison, le match a dû clairement traîner en longueur parce qu'à la fin, ils ont été dans un rush pas possible. Parce qu'à la fin, on a un enchaînement de prises qui ne se font pas celles par les 2 lutteurs, ni par Chris Jericho, ni par Sting, parce qu'il faut arriver jusqu'à la fin de ce qui est prévu sans que le show se termine, en fait. Du coup, on a un enchaînement le double coup de jeu de Chris Jericho, je sais plus comment ça s'appelle. Le double coup de jeu de Chris Jericho qui se fait kick out directement par Sting, et Sting se relève directement. Sting fait son Scorpion Drop et Chris Jericho kick out, et directement Chris Jericho se relève. Enfin, ça va à une vitesse folle. Et le mec sont en mode putain, on sent que c'est le rush. On sent clairement que c'est le rush. Finalement, Sting parvient à caler Chris Jericho dans sa prise de soumission et Chris Jericho abandonne. C'était pas bien. En fait, c'était d'une part le fait que ce soit pas un vrai match de catch. C'est un foutoir sans nom partout. Les mecs se combattent dans les coups, dans l'arène, etc. On a du mal à suivre tout ce qui se passe. Et il y a très peu d'émotions qui s'en dégagent. Tout ne fait aucun sens puisque, vu que c'est sans disqualification, les mecs commencent à installer des échelles. Tu fais, pourquoi vous installez des échelles ? Pourquoi vous prenez pas des chaises ou des trucs plus simples où vous vous étalez partout ? Pourquoi vous prenez des échelles ? C'est quoi le but de prendre une échelle ? Genre, juste réalistiquement parlant, c'est quoi le but ? S'il n'y a pas de maille en haut, on n'a pas besoin de l'échelle pour aller chercher un truc. À quoi sert l'échelle ? À te sauter dessus, de plus haut. Super, c'est hyper dangereux, mais bon, bref, ça ne fait aucun sens. Le match dure trop longtemps, très en longueur, et du coup, il y a un rush à la fin. Et Sting fait des trucs trop dangereux pour son âge, ce qui me sort du match. Bref, c'est un mauvais main event pour un mauvais Dynamite. La seule bonne chose de ce show, c'était la promo de Jack Perry. Et c'est tout. Le reste, c'était à chier. Donc, on se retrouve pour Collision qui a un bon programme. On a Samoa Joe contre Roderick Strong. Ça va être extrêmement bien, normalement. On a aussi Powerhouse Hobbs contre je ne sais plus qui. Et j'ai vraiment envie de voir ça. Et Juice Robinson contre Ricky Starks. On a déjà 3 très très bons matchs. Et MJF est annoncé pour Collision aussi.
CM Punk n'a pas été annoncé, mais sera présent à Collision, c'est sûr et certain. C'est la star du show. Bref, Collision sera bien et j'espère qu'il va rattraper le titre sur Dynamite qui était absolument lamentable. C'est tout pour moi, c'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.